Embouteillage monstre, longue file dans des stations-service, tel est les spectacles insolites observés dans la ville de Kinshasa depuis les débuts de cette semaine. Rareté de l'or noir à Kinshasa, enjeu et perspective 268. C'est le nombre qui apparaît au compteur. Messieurs et dames, vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Nous, c'est Kin 24, les reflets de la ville de Kinshasa. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes sur ces plateaux. Très bien entouré comme toujours, je suis honoré de la présence de Donald Kabasele. Maître Donald Kabasele, parce que c'est un avocat, il est cadre de l'UDPS et il aime bien se faire présenter comme un combattant sous les bois. Il faut aussi souligner qu'il est le coordonnateur du collectif de communicateurs de l'Union sacrée de la Nation. Bienvenue, Donald Kabasele. Merci John, merci à tous les téléspectateurs qui ont pris leur temps pour nous suivre ce soir. Je salue aussi tous mes co-panélistes sur le plateau et je pense que le débat sera intéressant pour que la nation en tire quelque chose. À vos côtés, honoré de la présence de Gédéon Kolela, maître Gédéon Kolela. C'est un analyste politique éclectique et secrétaire national des acquis de l'autorité. Bienvenue. Merci beaucoup, John. Je suis aussi l'un des communicateurs. Tout à fait. Vous faites partie du collectif. Oui, président du Conseil des sages. Et voilà pourquoi la structure commence à prendre corps. Hein? Oui, d'être à côté de mon cordon, ça me fait plaisir. Et je m'en quitte de même devoir pour saluer donc l'autre co-débatteur, ainsi ceux qui auront l'occasion de nous suivre. Et à vous aussi pour cette marque de confiance. Merci beaucoup. En face de vous, il n'est plus à présenter. C'est le professeur Antoine Roger Lokongo. Il est cadre du PRP. Le PRP, au cadre, merci, au cadre du PRP. Le PRP, il faut le dire, c'est les partis créés par Laurent Désiré Kabila lui-même depuis 1967. Bienvenue. Oui, Musée Kabila, Thérèse Mémoire. Merci beaucoup, John, pour m'avoir aligné comme intervenant ce soir. Et je salue mes co-débatteurs et je vous supplie de bien vouloir m'aider à compléter les trains de mes idées aujourd'hui comme vous les faites aux autres, parce que souvent je constate que vous m'interrompez. Je salue... Non, je suis équitable. Là même les téléspectateurs le savent. Bon, combien de fois je vous ai supplié sur le plateau. Enfin, je salue tous les co-débatteurs. Je pense particulièrement à nos compatriotes à Bunagana qui ne peuvent pas nous suivre parce qu'ils sont sous les bottes de l'ennemi. Je pense à mes compatriotes à Kwamut. Il y a certains Congolais là qui ont mordi à la part et il y a des gens qui tirent les ficelles derrière les massacres là pour prouver que voilà, au Congo, les troubles ont lié et à l'est et à l'ouest. Merci beaucoup. Voilà. Donald Kabasele, parce que vous êtes de l'UDPS, ça a coïncidé malheureusement ou heureusement avec la rentrée scolaire. Hein? C'est depuis le lundi, nous voyons des Congolais, des Kinois faire les pieds, circuler à Kinshasa. C'est tout un calvaire à cause de la pénurie de carburant. Dites-nous qu'est-ce qui se passe, Maître Donald Kabasele. Gouverner, c'est prévoir. C'est une situation que nous ne vivons pas en Angola, que nous ne vivons pas au Congo-Brazzaville en face. Mais pourquoi seulement en République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui se passe, Donald Kabasele? Merci John pour la question. Je pense que nous essayerons de faire l'effort de faire comprendre à notre population de quoi il s'agit. Vous dites que cette situation, vous ne la vivez pas dans les autres pays. C'est faux. Les pays voisins. C'est faux. Non, pas avec cette ampleur. S'il vous plaît. Oui. D'ailleurs, au Burundi, il y a un soulèvement populaire en ce moment. Voyez-vous? Et dans d'autres capitales, ce n'est pas un appel à la violence. Mais seulement, il faut partir du principe que la crise entre l'Ukraine et la Russie, cette crise est en train de produire des effets. C'est ça la cause? Non, c'est la principale raison. Ah bon? Le conflit entre l'Ukraine et la Russie empêche de grands pétroliers que nous connaissons, donc les Émiratis, avec tout le bloc de l'autre côté de l'Asie,
ok, qui sont des grands producteurs de ces carburants-là, à les acheminer effectivement vers l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a des zones d'influence russe, sous contrôle des Russes, qui sont sous embargo russe, bien évidemment. Ça veut dire que les Russes ont pris des dispositions pour non seulement contrôler le mer, parce que vous savez que beaucoup d'activités se font à côté de la mer Noire, avec tout ce qu'il y a comme contour. Il y a beaucoup de pays qui se réservent de s'inviter dans cette crise et qui voient leurs frontières un peu bloquées. Et tout ça fait qu'il y ait une rareté. Ça, c'est un fait. Vous avez vu l'initiative du président de l'Union africaine, Macky Sall, qui, en tant que président, non seulement du Sénégal, mais en tant que représentant de l'Afrique dans le monde, avait pris l'initiative de rencontrer le président Vladimir Poutine pour lui dire, mais écoutez, vous êtes en conflit avec l'Occident. Il ne fallait pas que ces conflits ici puissent impacter sur le vie de nos populations. Il a décrit, c'était un tableau qui était peint en noir, pour dire, regarde le produit de première nécessité, regardez le blé, regardez tout ça. Et donc, c'était une demande de l'Afrique pour que la Russie libère certaines matières. Et maintenant, l'impact que ça a en Afrique, c'est lequel? C'est qu'il y avait une cargaison qui doit nécessairement arriver le 14 septembre. Servir l'Afrique ou le Congo, la RDC? Non seulement le Congo, parce oui, qu'on ne va pas prendre, je vais dire, les navires commerciaux, vous les prenez seulement pour vous-même. Qui devait arriver les 14... Ça arrive à partir de plusieurs ports. Et ça devrait arriver le 14. Alors, il y a eu des erreurs dans la communication qui ont appelé les Congolais à faire des approvisionnements. C'est ça le problème. Ça veut dire les gens se sont précipités dans des stations-service. Nous avons une moyenne de 1100 mètres cubes par jour. Il y a les gens qui se sont déployés, qui avaient cette information que la cargaison devrait arriver en retard, qui se sont précipités dans des stations-service, qui ont presque sensiblement réduit la capacité, ou carrément, je dis, le carburant qui a été entreposé pour servir notre population. Alors, ces gens, dans cette précipitation, ils ont provoqué sensiblement la rareté. Ils ont provoqué la baisse du volume qui devrait nous servir. En attendant le 14, c'est vrai que la question n'a pas été forcément bien gérée. Ni par le gouvernement, ça veut dire représenté par le ministre. Boudimbu. Parce qu'il faut reconnaître que le ministre Boudimbu est maître de son secteur. S'est mis dans une position très inconfortable parce qu'il devrait prendre des dispositions déjà signaler aux pétroliers, encore je vais vous démontrer la responsabilité des pétroliers dans cette histoire, et voir dans quelle mesure on pouvait gérer la production que nous avions jusqu'à un certain moment que la... Le ministre Boudimbu n'a pas pu prévoir. Or, gouverner, c'est prévoir. S'il te plaît, je suis dans une réflexion. Ça, c'est le premier problème. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, le ministre des hydrocarbures n'a pas forcément pris toutes les dispositions de politique publique qui s'imposaient pour essayer d'équilibrer, de permettre à ce que le volume qui était permanent soit bien géré jusqu'à ce que la cargaison arrive. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, il est celui relatif à la décote. Ça veut dire, c'est-à-dire le minier, par exemple, nous sommes un pays qui a pris des mesures de résilience économique. Nous nous sommes dit que bien que la crise est forte, il ne faut pas que notre population la ressente. Ça veut dire qu'au lieu que les litres de carburant se vendent officiellement, par exemple, à 2 $, nous, gouvernement, nous disons, notre population paye 1 $. Et les gouvernements le gouvernement va suppléer le manque à gagner de miniers. Et il y a eu retard dans ces paiements. Alors non, il a toujours, entre les miniers et les gouvernements, il y a toujours un cadre d'échange où on se comprend mutuellement pour voir dans quelle mesure on oriente effectivement toutes ces dettes-là, tout ce manque à gagner, pour voir un peu comment les choses devraient se passer. Effectivement, il y a aussi cette pression-là auprès des miniers qui trouvent que c'est pendant des occasions de rareté comme ça qu'ils doivent monter les enchères pour dire
eh ben, la décote doit se payer iketnum. Donc, ici et maintenant. Donc, ils font une sorte de pression au gouvernement parce qu'ils savent que le volume qui est là disponible, ce volume ne peut pas peut-être suffire à toute notre population. Et donc, parce qu'il y a crise au niveau du monde, parce qu'il y a cette histoire des décotes qui est très bien tracée et qui est en train d'être suivie par le gouvernement, parce qu'il y a eu cette imprudence du ministre sectoriel de juguler un peu les déséquilibres, eh ben, mais Donald Kabassé, s'il vous plaît, voilà. Cette imprudence coûte cher à des millions de Quinois. Quelle est la sanction qui peut être prévue pour tel cas? Non, mais écoutez, il faut partir. Ça ne peut pas passer inaperçu. Il faut d'abord baser, il faut poser le basique. Il faut d'abord définir la fondation. Le problème, ce n'est pas le ministre. Ah bon? Pour commencer. Le problème, c'est d'abord la crise. Qui est déjà une crise. Mais la crise ne date pas d'aujourd'hui, Donald Kabassé. La situation, c'est pourquoi je vous dis que la même situation, elle est vécue au Burundi. Mais pas de la même manière. L'ampleur n'est pas la même, Donald. Vous avez vu que les gens, d'ailleurs au Kenya, vous avez vu, que les gens fassent de marche pour les revendications politiques, ils les ont transformées par rapport à la pénurie. Donc, c'est pas un problème typique. Mais c'est ce qui risque de nous arriver. Non, c'est ça que je dis. C'est pas un problème typiquement congolais. Ça veut dire que c'est une question qui se pose partout en Afrique, parce que tous attendions la cargaison qui venait d'être libérée. Les Russes sont en train de libérer les transporteurs en fonction des informations sécuritaires qu'ils ont. S'ils estiment que la mer Noire est dégagée et qu'il y a un couloir qui peut permettre à ce que les marchandises arrivent normalement sans qu'il y ait trafic d'armes à l'intérieur, de munitions et tout ça, ils libèrent. Et donc nous sommes en train, effectivement, nous Africains, nous Congolais, en train de vivre les affres de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Merci Donald. C'est une situation certainement qui est en train d'être gérée. Nous allons revenir sur les pistes de solutions. Jusqu'à là sont les causes d'abord. Je prends directement Antoine Roger Le Congo. Vous avez attentivement suivi les explications de Donald Kabassé. La crise est générale. Ce n'est pas une crise spécifiquement congolaise ou quinoise. Tout ça est dû à la situation ou à la guerre russo-ukrainienne. Partagez-vous cet avis? Non, pas du tout, John. Parce que ici, dans notre pays, comme vous venez de dire, gouverner, c'est prévoir. C'est anticiper. Et maintenant, le gouvernement est mis à nu. Parce Son incompétence. Ce n'est pas un gouvernement qui prévoit. Et donc, c'est sa propre gouvernance qui est maintenant mis à nu. Et c'est une gouvernance qui ne colle pas, c'est zéro. Et en même temps, les peuples subissent le plein fouet de cette crise. C'est ça les drames. Vous allez constater, vous allez voir que les coûts du transport vont augmenter. Et qui va en payer le prix? C'est le peuple qui va en payer le prix. Et l'économie va stagner parce que les transports, la mobilité, John, c'est la base de toute économie. L'offre et la demande requièrent la mobilité, n'est-ce pas? Parce que vous devez apporter des marchandises. Là, vous plongez déjà dans des conséquences. Mais les causes d'abord. Vous avez dit que ce n'est pas la guerre en Ukraine. Mais d'après vous, c'est quoi? C'est l'incompétence du gouvernement? C'est les compétences, c'est la mangiocratie. Parce que nous constatons. Maintenant, les Congolais... Qu'est-ce qu'il fallait faire qu'ils n'ont pas fait? Congolais, je termine d'abord. Les Congolais ne peuvent même pas s'envoler d'une province à une autre. Parce qu'il y a pénurie de kérosène. Et Congo Airways est presque en faillite. Mais en même temps, nous voyons nos dirigeants faire des voyages. Ils vont en Europe, au sein de leur présence, les fêtes de mariage, pendant que nous, ici, nous souffrons les conséquences de cette crise-là. Et
les députés qui touchent 21 000. Mais pauvre, revenons au départ. Oui, là, vous tirez dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il fallait faire que le gouvernement n'a pas fait? Les députés... Nous parlons pénurie de carburant. Les députés qui touchent 21 000 $ par mois seront épargnés de cette crise parce qu'ils vont rafler l'épée des réserves que nous avons maintenant. Et c'est le peuple ordinaire, d'ailleurs ils ont les frais de carburant, ils touchent aussi les frais. C'est le peuple qui va souffrir. Si vous me demandez la solution... Non, pas la solution. Oui. On va revenir sur les solutions après. Oui. Alors quelle est vraiment la quintessence de votre... Les causes. Vous avez parlé de l'incompétence du gouvernement des Warriors. Mais je n'ai pas... Qu'est-ce que le gouvernement devait faire et n'a pas fait pour parler d'incompétence? Mais le gouvernement, vous avez déjà répondu à cette question. Gouverner, c'est prévoir. Il devait prévoir quoi? Prévoir les réserves. Ah, donc nous sommes en rupture des stocks. Oui, nous sommes en rupture des stocks. Dans une république. Imaginez que nous soyons attaqués comme le 2 août 1968. Sans réserve, un pays sans réserve, un grand pays, nous pourrions affronter cette situation comment? Et je vous dis clairement maintenant que cette pénurie va accentuer, confirmer la balkanisation de notre pays. Ah bon? Oui, évidemment. Donc enjeu et perspective. Oui, évidemment, parce que si on ne paie pas les troupes au front, ils ont aussi besoin du carburant, de la mobilité. Si on ne peut pas fournir les carburants aux troupes au front, ils vont repousser les ennemis comment? C'est déjà un grand problème. Alors laissons les occupants tranquillement annexer Bunagana et d'autres parties du territoire au Rwanda et à l'Ouganda. D'ailleurs, vous avez l'information, c'est que c'est Kagame qui donne déjà des fournitures scolaires à nos étudiants. Merci. Donc, c'est une situation vraiment catastrophique. Et heureusement que nous avons Mathieu Takiza là sur ces plateaux. Ouais. Lui, c'est un entrepreneur congolais, directeur général des SAG, spécial autogarage. Comprenez qu'il évolue dans le secteur. Alors, Mathieu Takiza là. Depuis ce lundi, hein? Ouais. D'ailleurs, nous nous sommes retrouvés en train de faire les pieds dans cette ville. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Donald Kabasele nous parle ici de la situation en Ukraine et en Russie. Et nous parle aussi de la décote. Il y a eu un léger problème avec les miniers. Ce qui a fait que... Il y a eu les pétroliers plutôt. Ce qui a fait que... Il y a eu une petite manœuvre, un petit retard. Mais sinon, d'ici les 14, la situation va revenir à la normale. D'abord, je vous remercie, John. Je remercie tous les Congolais qui sont dans cette table, les confrères qu'on va partager ces débats républicains. Je pense que le crash pétrolier, ça fait déjà, ça c'est le deuxième. La première, oui, c'était... on l'a vécu il n'y a pas longtemps. Première, c'était en 1973. Et les causes qui ont conduit ces crashs, c'est la même cause d'aujourd'hui en 2022. 73, c'est la guerre du monde arabe avec l'Israël. Où on voit les Arabes du côté pétrolier, qu'est-ce qu'ils font? Ils réduisent la production. Ils réduisent la production, ils font monter le baril de pétrole. Aujourd'hui, ces causes qui revient ici chez nous, c'est quoi? La diminution de la production de produits pétroliers au niveau de ces conflits russo-ukrainiens. Mais c'est là, chaque État doit maintenant appliquer des méthodologies pour faire face à cette l'offre et la demande, ça veut dire qu'il y a diminution des produits. Il faut maintenant amener une pédagogie auprès de la population. Ça veut dire que dans un État... Dans la crise russo-ukrainienne, il y a quelque chose. Oui. Les deux crises, okay. 73 et 2022, c'est la même cause, c'est des conflits. En 73, du côté du bloc arabo, c'était des risques toujours. Aujourd'hui en Ukraine, on voit les occidentales avec l'Ukraine et la Russie qui fait face. Ça veut dire que ça réduit 20% les productions et les acheminements de pétrole. Maintenant, cela va dire quoi? Que chaque État, c'est comme un commerçant. Normalement, dans le cycle normal d'un État, nous devons avoir ce qu'on appelle le stock d'urgence, qui a toujours été des 3 mois, 90 jours. Ah, au moins. Oui, normalement. Il faut 90 jours. On peut parler des stocks de réserve. Oui.
Donc, stock de 90 jours au moins. Stock d'urgence. Ouais. En cas de pic, vous pouvez faire face avec ces stocks. Pourquoi? En 73, le pétrole était le baril à $3. Mais lorsque le pic... Mais quel est le constat que vous avez fait? Nous n'avons pas ces stocks d'urgence. Non, mais on n'en a pas. Le ministre a fait la communication. Oui. La communication du ministre, c'est quoi? Nous avons un stock, mais ça ne peut pas dépasser le 14. Il craignait la rupture totale des stocks. Ça ne peut pas dépasser le 14. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes les 9. Donc, il nous reste 6 jours. À résister. Il nous reste 6 jours. Si les navires n'arrivent pas, donc avant le 14, automatiquement, si on arrive le 14, le stock va être en difficulté. Mais normalement, dans un problème, il faut trouver des solutions, mon cher compatriote. Non, moi, je n'ai pas dormi la on va nuit. revenir. S'il vous plaît, je n'ai pas dormi la nuit. On a parce que que le ça problème, comme c'est thématique. quoi? On va revenir sur le les problème, pistes des c'est quoi? solutions parce que ça veut dire c'est un secteur hyper stratégique. Oui. Oui, c'est un secteur qui va récupérer beaucoup d'atouts sociaux et beaucoup d'atouts économiques aux Congolais, y compris nous, les professionnels sectoriels, les entreprises. Parce que lorsque les ménages sont fixés, aucun commerçant peut faire de l'affaire. Ni pour acheminer, ni pour faire. Maintenant, il faut apporter des solutions au cas où le 14 n'arrive pas, avec le petit stock qui est actuellement à Kinshasa. C'est ce que la proposition qui est spéciale auto a pondu et qu'on a mis même dans la toile. On peut amener maintenant des solutions avec ces stocks. C'est que nous vivons, ce qui est actuellement à Kinshasa avant le 14, nous pouvons faire face avec, mais il faut amener maintenant l'alternative. Une autre façon. On revient à vous pour l'alternative. Les temps d'écouter aussi un autre son des cloches de l'Union sacrée. Je dois coller là. Savez-vous qu'un secteur aussi sensible et stratégique comme le pétrole fait et défait les régimes? Est-ce que vous ne craignez pas qu'avec cette crise, que les régimes de Félix Tshisekedi, qui est déjà en difficulté, il faut quand même les reconnaître, traversent des moments difficiles? Et dites-nous, qu'est-ce qui est à la base de cette situation? Beaucoup disent l'incompétence du gouvernement des Warriors. On voit les ministres sectoriels, Didier Boudimbo, pour ne pas les citer. Oui, ça c'est de la légèreté avec laquelle on a cette facilité de pouvoir traiter les autres comme les incompétents. Non mais ça c'est voir. Et je considère ça comme un déficit des élémentaires de l'éducation. Parce que vous avez posé une très belle question ici au professeur. C'est comme si vous étiez dans mon esprit. Parce que lorsqu'on parle de compétences, vous voudrez tout simplement dire savoir-faire en un mot. Alors que le savoir-faire doit être accompagné de faire savoir. Et lorsque vous êtes en train de définir quelqu'un comme incompétent, c'est-à-dire que vous avez des éléments substantiels devant les évidences qui montrent en sorte à suffisance que celui-là il est incompétent, voilà ce qu'il devrait faire, qui devrait être fait. Alors qu'il a été incapable de vous dire qu'est-ce qui devrait être fait. Et qui n'a pas été fait. Donc, ce qui fait que lui-même c'est un incompétent. Parce que le faire savoir, c'est un déficit qui les caractérise. Au fait, répondez à la question, pas attaque personnelle. Répondez plutôt à la question du journaliste. Prof, merci. Voilà. Merci. Notez ça, prof. Notez ça. Je pensais que vous étiez discipliné. Maintenant, je pense qu'il est sans ignorer que la crise est mondiale du gaz aujourd'hui et du pétrole, parce qu'il n'y a pas seulement le pétrole. Ça, nous sommes concernés par le pétrole parce qu'on n'utilise pas le gaz. Oui, nous ne sommes pas concernés par le gaz. En Europe, regardez ce qui se passe aujourd'hui entre l'Allemagne et la Russie. Donc l'Allemagne, il est en train de se dissocier avec le bloc... laissons l'Allemagne de côté, parlons Congo. Parlons Congo. C'est pour vous dire que la crise est mondiale. Ça, c'est divaguer, ça. S'il vous plaît, prof. S'il vous plaît. Notez ça. Je vous sécurise, j'ai un collègue là. Vous voulez que je vous donne mon temps ou pas? Non, non, j'ai un collègue là. Vous avez la parole. C'est vous qui avez la parole. Donc, si vous voulez que je vous donne mon temps, ça va, je parle. Et si vous voulez que je parle, restez calme. Même si je dis des choses qui ne vont pas rencontrer vos aspirations, acceptez-moi comme ça. C'est aussi ça la démocratie. Je n'accepte pas l'incompétence. Allons-y, collègue là. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, John, on vous a rappelé ici,
il faut savoir faire la lecture du passé. Et si on ne tire pas des leçons, on va répéter les mêmes choses. Et ce n'est pas la première fois. Après la Première Guerre mondiale, on avait pu vivre ces choses. Et les gens se sont dit, nous devons tirer des leçons. Si on ne tire pas des leçons, on va vivre la même chose. Et 20 ans après, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'au moment où nous allons donner des pistes de solutions, on doit effectivement donc creuser dans notre... Non, nous sommes dans la phase des causes. Oui, oui, dans la phase des causes. Mais les causes sont connues. La guerre en Ukraine. Aujourd'hui, qui ne sait pas que la mondialisation paraît être un triomphe de libéralisme sur le socialisme, parce que tout ce qu'on appelle l'économie planifiée a échoué dans l'Europe du Nord et dans l'Europe de l'Est. Et que l'économie aujourd'hui passe par l'interpénétration et par l'unification des zones de production. Ce qui fait que les grandes entreprises multinationales, ils ont élu leur siège de production au niveau de Sibérie. Et c'est Sibérie qui produit le pétrole en grande quantité. Et aussi l'Ukraine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la sanction américaine, avec donc l'OTAN, parce que c'est sous la sanction américaine, on pensait que cette sanction devrait amener la Russie à se mettre à genoux. Alors que la Russie a des consommateurs potentiels. Par exemple, vous prenez la Chine. La Chine a au moins 3 milliards de la population. Et quand ils font leurs commandes, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de l'Europe. Pas du tout. Donc, et vous prenez l'Inde qui a 1 milliard plutôt, 500 millions. Et vous prenez la Turquie. Et la Russie elle-même, elle est de plus de 300 millions d'habitants. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, cette crise, c'est une lancée innovatrice pour la Russie. Et que la Russie aujourd'hui, il faut dire qu'il faut s'attendre à ce que nous appelons la transition de leadership. Parce que les États-Unis ont échoué avec tout ce qu'il a commis comme les erreurs. Et qu'aujourd'hui, c'était par la chute de l'économie en 92 que l'Union soviétique, la plupart des pays avaient cherché à s'émanciper pour adhérer à l'OTAN. Mais où est le Congo? Et qu'aujourd'hui, non, mais c'est ce que j'ai dit, oui. le Congo n'est pas producteur de pétrole. Expliquer comment c'est le Congo. Okay. Vous comprenez? Le Congo n'est pas le producteur de pétrole. Maître, aidez-les. Le Congo... Non, s'il vous plaît. Non, il n'a pas besoin. J'ai des collègues. Vous êtes... Ne les suivez pas. Est-ce que vous saurez supporter le reste? Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Prof, calmez-vous. Lui n'a pas besoin d'aide. Il n'a pas demandé d'aide. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que nous vivons, ce n'est que les conséquences de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et que cette crise que nous vivons, ça ne concerne pas seulement les Congos. D'ailleurs, vous dites, vous avez vu en France, et d'ailleurs la population française s'est levée pour dire à Macron que vous devez négocier avec Poutine. C'est passé les images pour ceux qui s'informent, pour les hommes internationaux. Vous avez vu à Brazzaville. Et on vous a rappelé... Mais avec une telle ampleur, l'ampleur n'est pas la même. Non, il faut faire très attention. Une ville de 15 millions d'habitants, il ne faut pas les comparer avec des petites villes. Oui, hein. mais écoutez, donc ce que vous remarquez, c'est à la taille aussi de la population congolaise. Mais oui. C'est tout à fait normal. Mais maintenant, quand vous posez la question, il faut féliciter d'abord ce gouvernement. Ah bon? Il y a un travail y compris les ministres de Boudine. Il y a un travail de fond. Moi, je ne fais pas les débats des personnes. Non, c'est lui le patron du secteur. Oui, oui. On ne peut pas l'ignorer. Mais à chaque ministère, il y a toujours le staff technique qui fait un travail impeccable. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que nous maintenons les prix à la base, qui n'est pas... Avec beaucoup de difficultés. Hein. Mais oui, mais la difficulté... On a même du mal à payer les surplus là. Non, mais écoutez, ce qui s'est fait... C'est peut-être ce qui est à la cause de cette situation. Ce qui s'est fait avec les pétroliers, vous a dit ça, mais ça a toujours été le cas. C'est-à-dire qu'il y a des compensations qui se font. Aujourd'hui, il faut que l'État puisse payer certaines taxes, que ces gens-là
ils vont se sentir un peu allégés et qu'ils vont se mettre d'accord. On vous a compris, la crise en Ukraine. Il faut féliciter les Congos parce que même en France, le litre n'a pas le même prix que... Mais nous résistons difficilement. Hein? Non, et les effets commencent à se faire sentir. Non, nous prenons d'abord. Nous saluons l'arrivée des Focas Koukelemena, cadre du parti Nouvel Élan. Merci d'être là. Merci. Focas, je ne sais pas si vous avez bien circulé depuis les débuts de la semaine. Nous voyons des files au niveau des stations-service, des embouteillages monstres, des quinois qui font les pieds. Mais les amis nous expliquent aussi une partie de la cause, laissez-moi l'appeler comme ça, c'est la crise en Ukraine. Êtes-vous de cet avis? Merci beaucoup pour la parole. Je m'excuse pour les petits retards, mais je crois que mes amis ont parlé, j'ai écouté et j'essaierai à mesure de pouvoir donner ma contribution. La première chose, j'ai vu un de nos compatriotes qui était en France, quelque part dans une province. Oui, en train de... Il a filmé, il a démontré que, regardez, chers amis, je suis en France. Je suis en France et que vous ne devez pas vous alarmer. Pas du tout. Pour la condition que nous vivons là-bas, c'est une question... Moi, je suis en France. Une question mondiale, donc quand même ici, en France, il y a la pénurie. Il y a la queue, nous sommes à la station, nous sommes en train d'attendre. Mais je me suis dit, carrément, est-ce que... C'est tout ce qu'il a vu en France, c'est tout ce qu'il a vu. Et il n'a pas vu les autoroutes pour filmer les autoroutes et nous envoyer pour dire que voilà, ce que j'ai vu encore ici en France, en dehors de la pénurie, il y a aussi des autoroutes. Non, je voulais dire que là-bas aussi il y a des fils. Mais, il ne voulait nous comparer qu'à cette situation. Il pouvait aussi nous montrer quelque chose de différent qu'il y a entre la France et nous, des biens. Pourquoi prendre seulement ce qui est mauvais en France? Ou bien ce qui est égal à nous en France, il va nous brandir ça pour expliquer une gestion de manque de prévision. Tout simplement. C'est ça les problèmes. Ah mais oui. Manque de prévision. Manque de prévision. Démontrez-les. C'est ce que j'ai dit, John. Oui, démontrez-les. Vous savez, il a été dit ici par l'entremise de nos communicateurs, entre guillemets, des lignes sacrées, pour la question de l'embellie. Pour dire que voilà, la RDC, aujourd'hui, les warriors, les premiers ministres et les chefs de l'État, ils sont à féliciter par le fait que nous quittons un budget de 3 milliards. Maintenant, on est à 7 milliards. Et on prévoit 14 milliards. Oui, et en plus, au mois d'avril, il y a eu embellie qu'on a raflé la mise à un niveau qu'on n'a jamais atteint. Et c'était à la hauteur de 1,7 milliard de dollars. Ça, ce n'était que le mois d'avril. Mais nous, au niveau du parti, nous avions aussi constaté cela. Mais nous avions dit que cela n'était pas un effort du gouvernement. C'était un fait isolé d'une réalité mondiale. Ah bon? Ah mais oui! C'est un fait d'hasard. Je vais démontrer. Où est-ce qu'on a pris cet argent? C'est parce que vous savez que nous vivons de la cueillette et du ramassage. Par l'entremise. C'est pas grâce à la patrouille financière des DGF. C'est faux, archi faux. La patrouille, oui, bel et bien, a joué son rôle pour que, enfin, l'argent soit canalisé. Mais le fait de l'embellie avait une conséquence logique. D'abord, de la rareté des minéraux sur la place mondiale en termes de vente. Et puis, le prix a haussé pour la vente de ces minéraux. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ont exploité les minéraux ici au Congo, ils ont vendu à un bon prix. Et automatiquement, parce que nous avons des entreprises qui sont avec nous dans des coopérations bilatérales, pourrais-je dire, en partenariat, donc les conséquences étaient logiques, que nous puissions nous aussi voir notre assiette augmenter. Mais il a été dit ceci, faites attention, parce que les minéraux, c'est tout ce que nous exportons.
ça nous a donné de l'embellie. Mais préparez-vous en conséquence. Parce que tout ce que nous importons aura aussi une ascension en termes de prix. Y compris le pétrole. Y compris le pétrole. Donc, c'est-à-dire que les efforts que vous verrez en termes d'embellie seront des bénéfices que nous allons compenser directement avec ce qui va nous arriver par rapport à l'importation. Parce qu'il y a deux mouvements pour équilibrer. Il y a l'exportation et il y a l'importation. Il y a l'offre et la demande. Il y a l'offre et la demande. Ouais. Donc tout ce que nous avions gagné ce que je dis. Dans l'exportation, nous allons compenser cela par rapport à tous les produits que nous importons. Oh Dieu seul sait qu'est-ce que nous importons. Oh, voilà. Et surtout, le malheur pour nous, c'est quoi? C'est d'abord, nous constatons que ce n'est que dans un secteur que nous avons connu l'embellie. C'est du secteur minier. En dehors de cela, parce que c'est là où nous avons des entreprises qui exploitent, qui sont cotées en bourse, qui surveillent l'évolution des marchés au niveau mondial. C'est catégoriquement normal que nous ayons des taxes qu'ils ont versées et qui devaient rafler les caisses. Mais en contrepartie, nous, on n'était pas préventifs. Pourquoi? Parce qu'on savait, par le fait qu'on est en guerre. En Ukraine. En Ukraine, c'est-à-dire avant d'abord la guerre, il y avait Covid. C'est un élément majeur qui a précédé la guerre de l'Ukraine. Et Poutine, lui, il a joué avec cet élément-là. Il a choisi les bons moments parce qu'il savait que l'économie mondiale est en berne. C'est alors maintenant qu'il faut creuser pour créer une crise mondiale afin de définir l'ordre mondial politique. Parce que dans la réalité, c'est l'économie mondiale qui définit la politique mondiale. C'est dès lors que le puissant économique s'impose, c'est alors que l'ordre mondial change. Et il a compris qu'il était détenteur du gaz et du pétrole, aussi les céréales. Les céréales est considéré comme des produits de première nécessité. L'or noir, donc du pétrole, c'est une matière stratégique. Et le gaz, mêmement. Donc il a compris que j'ai déjà avec moi, parce que vous comprenez qu'il y en a de ceux qui réfléchissent pour leurs États. Donc nous n'avons pas su anticiper, prévoir. Mais est-ce que nous, on a ces temps-là? On a le temps de festoyer, on a le temps de faire autre chose. Non. Mais c'est ce que on n'a pas le temps de faire toutes ces projections. Parce que nous avons des... Par exemple, John, nous avons des minéraux stratégiques ici au Congo. Quelle est notre politique par rapport à ça? Quelle est notre politique par rapport à nos minéraux stratégiques? Qu'est-ce que nous faisons avec? Parce que Poutine aujourd'hui est en train de jouer, il est en train de poser la donne en fonction de ce qu'il détient. C'est du chantage. Non, c'est la stratégie. C'est une approche managériale. Il sait ce qu'il détient. Et ce qu'il détient, il donne ça de la valeur. Et il sait que je peux fléchir le monde en fonction de ce que j'ai. C'est comme nous avons aussi des minéraux stratégiques. Nous sommes les premiers au monde. Mais qu'est-ce que nous faisons parce qu'on parle du pétrole. Voilà. Qu'est-ce qu'on devait faire et qu'on n'a pas fait pour arriver à cette situation? La première des choses qu'on n'a pas fait, oui. Déjà, on parle de l'économie. L'économie, ce n'est pas le fait du ramassage et de la cueillette. Non, cette époque est révolue. Oui. Mais nous continuons avec. Ah bon? Oui. De deux. Parce qu'on vous parle d'une matière stratégique qui est l'or noir. Mais où sommes-nous avec la réserve stratégique nationale? Parti qu'on n'en a pas. Il n'y en a pas. Ça, c'est un problème. Vous allez au niveau de la Suède. La Suède bénéficie du gaz de la Russie. Quand ils sont allés en conflit, la Suède a tourné le dos à la Russie. Avant de prendre la décision, la dame ministre chargée dans ce secteur a donné un compte rendu au niveau du Parlement pour dire qu'aujourd'hui, parce qu'on l'a questionné, vous décidez de tourner le dos. Est-ce que savez-vous que les Suédois consomment du gaz venant de la Russie à 90%? La dame a répondu. Elle dit,
ce que nous avons comme réserve stratégique, nous pouvons faire avec 3 ans et 6 mois. Réserve stratégique. Donc, vous comprenez qu'il y a des gens qui anticipent. Donc nous n'avons pas cette notion. Est-ce que nous avons... C'est à quel niveau, John? Notre réserve des... John, s'il vous plaît, vous êtes Congolais, vous êtes intellectuel. Dis-moi, ça s'est réfléchi à quel niveau? Au niveau du gouvernement. Quelle boîte? Non, il y a de... Dans quelle boîte? Il y a des techniciens qui experts en la matière. Dans quel domaine? Ils sont nommés qui? Mais tous ne sont pas compétents, il faut qu'à les mettre. Non, je suis sérieux. J'ai dit ceci. Ce que nous discutons en termes de réserve stratégique nationale, vous avez entendu ces débats-là où au Congo? Ça n'existait pas. Je ne sais pas, peut-être que mes amis d'en face vont nous dire... Ça s'est fait à la télé, non? Mais dites-nous, parce qu'ici à la télé c'est pour la communication. Mais informez-nous. On va le dire. Hein? Informez-nous. Je crois que la parole doit tourner. Alors, oui. De ces faits, ce que nous devons comprendre, nous sommes encore dans nos esprits de la chasse et de la cueillette, du ramassage. On n'a pas encore une mentalité moderne, managériale qui anticipe. En tout cas, les Congolais nous suivent. Ils attendaient vraiment cette émission. Ils m'ont interpellé. Allons maintenant dans des pistes de solutions. Parce qu'il y a à peine, Takizala, 2 ou 3 mois comme ça, on a fait des débats sur ça. La situation était déjà alarmante. Et à l'époque, le président Nana Akufo a réduit les déplacements officiels, on croyait que la page était tournée, mais voilà, à peine 2-3 mois, la même situation nous rattrape. Comment trouver des solutions pérennes à cette situation? Non, d'abord, je réponds à Focas en lui disant que la Suède, pour l'instant, elle ne fait que sonner, prendre des sonnettes d'alarme pour dire « je vais mourir ». Déjà, la Suède, dont vous citez tout à l'heure. Pas déjà, ça fait... Votre modèle là, Focas, pleure déjà. Elle s'adresse à l'Union européenne chaque jour pour dire « moi je quitte, je dois aller me rallier avec la Russie, sinon je meurs ». Tout le monde entier est en pénurie. Ça, c'est des informations que chaque politicien... Des gaz ou de pétrole? Non, sérieux, il faut bien fixer l'opinion. S'il vous plaît, chaque politicien sérieux, objectif, il doit dire ça à la population, que la crise, elle est mondiale. Ça, c'est d'abord le principe. Regardez ce qui s'est passé. 2/3 du pétrole de l'Europe provenait de la Russie. Ils prenaient le brut 20%. raffiné. 20%. 2/3, je ne sais pas si c'est 20%. Je parle de 2/3. Moi, 20%. Mais si c'est 20%, c'est pas 2/3. J'ai dit ceci. 20%. Je sais que vous êtes des savants. Vous irez... Non, 20%. 20%, M. Brabaceli. Il est là pour s'édifier, mon frère. Où est le problème? Notez ça. 20%. Non, laissez-les d'abord évoluer. Laissez-les évoluer. Vous notez ça. C'est un élément qui entre en ligne de compte de la réflexion. Non, nous ne les contredisons pas. Vous parlez des 2/3. Vous Ce n'est pas une contradiction, nous nous complétons, tout simplement. Ces 2/3 là peut aussi être 20%. Je peux parler. Je peux parler. Vous avez la parole. Merci. Je répète que l'Europe prenait 2/3 du pétrole brut de la Russie qu'il raffinait en Europe. En Europe. Ok? Ils ont eux-mêmes imposé à la Russie des sanctions économiques. Ça les a obligés de se tourner vers les Américains pour avoir le diesel et les carburants. Et pour ça, ils ont payé cher. Aujourd'hui, le litre, en moyenne, c'est 2,5 €. Donc aujourd'hui, un citoyen britannique, pour faire le plein, il dépense 100 $. Même aux Amériques, où ça s'est négocié à 0,5 le litre, ils sont à 1,5 $. La crise est mondiale. Je répète, ce sont des chiffres. Si, je sais qu'il y a des amis qui retiennent des choses, quand on les leur communique, moi je fais des recherches et je parle sur des recherches que je fais. Et ces recherches-là existent même dans vos téléphones Google. Vous pouvez seulement prendre dans le moteur de recherche, toutes les informations sur ça sont disponibles. Le monde entier est en crise de carburant. Le monde entier. C'est une excuse, hein? Et le russe, et certainement. Pas le monde entier. Ils ont l'offre avec eux. Ils ont l'offre avec eux. Le monde entier. Ils ont les consommateurs à côté. Mais je peux vous dire que
une grande majorité, elle est en crise. Le Congo-Brazzaville a les mêmes problèmes. Je dis que le monde entier, je dis le monde. Ce sont ceux qui dépendent de la Russie qui sont en crise. Pourquoi lui ne vous avez pas interrompu? Laissez-lui finir. Lui ne vous avez vous pas donner la parole. Il était resté docile. Laissez-lui comme ça. Vous allez. Kabassédé. C'est ça les décors. C'est ça la réalité. Le Congo est parmi ces États-là, ok, qui ne produisent pas, qui consomment. Et je vous ai dit ici, par exemple, on parlait l'autre fois du prix d'une boîte de conserve qui est passée dans les autres États africains, aujourd'hui qui se négocie à 2-3 dollars. Nous avons parlé de produits de première nécessité, des céréales qui se vendent, qui sont même chers aujourd'hui dans le monde. Nous disons que ça, c'est la situation générale créée par la crise. Alors, quelles sont les mesures de résilience? Voilà. Voyez-vous? Résilience. La RDC, par exemple. Que le pire est encore devant nous. La RDC, par exemple, nous avons effectivement constaté que la crise nous a impacté parce que certains produits de première nécessité, même ici au pays, ont été atteints. Et deuxièmement, par exemple, par rapport au pétrole. La République, aujourd'hui, c'est peut-être le seul pays au monde, ou le rare de pays dans le monde qui maintiennent le litre à 1,5 $. À quel prix? 1,5 $. À quel prix? D'ailleurs, on est en deçà de 1,5 $. Cela ne doit pas être cosmétique, hein? Ça ne doit pas être cosmétique. S'il vous plaît. Oui. Tout le monde le sait parce que le gouvernement de la République, pour juguler cette crise, le gouvernement paye une décote aux pétroliers pour compenser le manque à gagner. Voyez-vous? Ça, c'est la situation. En retard, hein, avec beaucoup de retard. Alors, on vous dit ici, ce qui est faux, sur toute la ligne par M. Takizala, qui vous dit que le ministre aurait dit que la réserve va finir le 14. C'est un mensonge. Non, il n'y a pas, on n'a pas de réserve. Le ministre n'a pas dit ça, le ministre a dit que nous constaterons cette pénurie jusqu'au 14. Pourquoi? Parce qu'on attend une cargaison qui arrive. Mais si nous vivons aujourd'hui, c'est la réserve dont vous parlez. Vous dites, quel était le plan stratégique de réserve? On ne va pas gérer la réserve comme si on gérait un stock de disponible. C'est ainsi que vous avez vu qu'au lieu de consommer 1100 mètres cubes, on a réduit de moitié. On a dit, on peut le faire à 600 mètres cubes par jour. Ce sont des mesures que le gouvernement effectivement met en place pour essayer de faire l'équilibre, pour empêcher que nous soyons totalement... Mais les conséquences sont là, Kabassédé. Oui, écoute, les fils ou le queue qui se font. Oui, à Paris, il y a des queues comme vous le voyez. Oh non. En Angleterre, il y a des queues comme vous le voyez maintenant. Nous suivons des informations partout. On fait aussi les pieds là. Voyez-vous? Mais ce n'est pas une situation qui nous conforte en tant que compatriotes. Ça nous inquiète au même point que ça inquiète tout le monde. Ça devait le prix du inquiéter. Transport, le prix du transport va en pâtir. Les biens et services. Les biens et services qui sont produits sur base de cette énergie. Le billet d'avion qu'on va prendre, ils tiendront là aussi, ça parce que le prix du carburant aura augmenté et tout ça. Mais au lieu de parler de ces réalités, on s'évertue à dire des choses. Par exemple, quand M. Focas dit que, écoutez, l'embellie, c'est à cause de matières premières qui sont vendues à plus cher et quoi que ce soit. Mon frère Focas, vous voulez dire aux Congolais que c'est la toute première fois que la RDC est dans un boom minier? Pas du tout. Le boom minier, quand il a commencé, vous étiez au pouvoir. Vous n'avez pas fait 5 milliards de dollars comme budget national. Ça, c'était le boom minier. Et le boom minier est différent aujourd'hui de l'augmentation de matières premières dans le monde. Le boom minier, c'était on va dire, du pétrole. C'était de la manne. C'était de l'argent, de la manne. Est-ce que la RDC arrive à 10 milliards de budget? Alors pourquoi? Parce que vous ne voulez pas reconnaître les efforts du gouvernement Tshisekedi. Vous dites, c'est une situation normale, comme le minerai était en os, donc il devrait faire ça. Non! Ce sont des efforts. Comment ça? Ces efforts-là ont trouvé qu'il y avait 800 millions.
Quels sont les efforts Ils en les question? ont ramenés à 4 milliards. Merci, Donald. 800 Quels sont les efforts? Ce sont ces efforts-là qui font qu'aujourd'hui, nous sommes au mois Tu nous as pas dit. septembre. Aujourd'hui, on a réalisé 780 millions Pensez par au Congo. les financières. Aujourd'hui, nous aurons un budget de 14 milliards. Ce sont des choses à féliciter. Pensez au La Congo. crise, elle reste mondiale. Il faut la résorber. Une réaction Nous sommes chaude. intellectuels Oui. pour proposer des pistes qui nous permettent de résorber la Pauvre le crise. Congo. Pauvre le Congo. Merci L'avenir beaucoup, vous John. paraît rassurant? Je me félicite du fait que dans votre questionnement, vous êtes revenu sur toutes les préoccupations que j'ai soulevées ici. Et je reviens sur les compétences. Parce que ce n'est pas avec les compétences qu'on va faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique, comme ils ont prétendu le dire, John. Il faut renforcer la production locale. Vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qui devait être fait. Mais il faut renforcer la production locale. Mais nous Il ne faut- raffinons pas de pétrole. Parce que Mais nous je parlons vous pétrole. donne l'exemple du blé. Il faut blâmer la guerre en Ukraine parce que nous avons aussi connu la pénurie de blé ici. En un moment, les mamans qui nous vendent du pain le matin ont trouvé très difficile de trouver du pain. Le prix du pain a même augmenté. Alors que nous sommes un pays très fertile avec plus de 800 hectares de terres arables. Et depuis que ce gouvernement est au pouvoir, ils parlent du service national, ils disent que la production agricole a augmenté. Quand la crise en Ukraine a commencé, nous avons vu que, mais voilà, même pour les blés, nous dépendons de l'Ukraine. Alors qu'on nous chante tout le temps que, bon, voilà, la production augmente. Et même les réserves stratégiques, ils disent que les réserves vont augmenter. Ils disent que le budget national a augmenté. Non, John, vous allez à la Banque mondiale, vous allez au Fonds monétaire international. C'est un prêt. Oui, c'est un prêt et vous venez embellir les chiffres que les générations futures vont prouver. Autant mieux, à l'époque de Kabila, avoir 4 milliards comme budget sans dette que d'aller s'endetter et venir embellir les choses. Je reviens sur l'incompétence. Si les réserves stratégiques, les réserves de change ont augmenté, pourquoi la valeur du dollar par rapport au franc congolais ne s'abaisse pas? Ça, c'est un deuxièmement. Et pourquoi nous n'avons pas beaucoup de réserves de pétrole? Le dollar prend de la chance. Oui. Pourquoi nous n'avons pas prévu beaucoup de réserves? Vous voyez, si nous renforçons la production nationale, chaque province aura ses propres réserves stratégiques. Mais chez nous, non. Nous avons affaire à la mangiocratie, pratiquement, à des jouisseurs. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Nous sommes un pays en guerre, je veux dire, et au front, nos troupes n'ont même pas des armes lourdes. Qui vous a dit ça? Nos troupes nous sommes aussi sous embargo. Mais sous embargo. John, laisse-moi aussi le temps d'expliquer. Les ministres de la Défense viennent d'apprivoiser la Russie pour qu'elle nous vende des armes, non? Vous avez suivi ça? Je ne sais pas. Il a fait immédiatement après le passage de Tony Blinken ici. Je ne sais pas ce que Tony Blinken leur a dit qu'il a fait fâcher pour se tourner vers la Russie. Parce qu'immédiatement après le retour du ministre de la Défense de la Russie, il a reçu une délégation américaine dirigée, conduite par l'attaché militaire des États-Unis, à l'ambassade des États-Unis ici. C'était du chantage. C'était en quelque sorte du chantage. Tout comme avec le pétrole, nous ne prévoyons, le gouvernement ne voit même pas loin. Au fond, c'est à ce moment-là que nous devons acheter des armes, John, et les armes, on ne les achète pas tambour battant. On ne les achète pas tambour battant. Deuxième preuve de compétence, le gouvernement a annoncé dernièrement, elle a fait des appels d'offres, non, pour les blocs pétroliers, n'est-ce pas? Oui.
C'était une réussite d'après les gouvernements. Ce n'était pas une réussite parce que selon African Intelligence, c'est Total, la compagnie française, et Eni, la compagnie italienne, qui convoitaient les blocs pétroliers, jadis octroyés à Dan Gentler, à l'époque de Kabila. Et maintenant, il y a la pénurie. Pourquoi il y a la pénurie si on a trouvé une solution? C'est que les gens ont bouffé des... Mais les blocs ont changé de main. C'est que peut-être les gens ont bouffé des commissions, on ne sait jamais. Hein? Qu'est-ce qui fait que Total et Eni récupèrent les blocs pétroliers? Et même si c'est récent, le Congo, vous nous dites que le Congo c'est un producteur de pétrole, non? Oui. Hein? Les chevrons et tout ça. Est un pays. Alors, où sont les réserves? Ça, c'est un. Troisièmement, incompétence. Pendant des années, le Rwanda, l'Ouganda sont en train de s'enrichir à partir de nos minéraux. L'Ouganda, le Rwanda sont devenus des... Attendez, je viens. Des grands exportateurs de minéraux. Et maintenant, l'Angola exploite notre pétrole au large de Mwanda pendant des années. Au lac Édouard, l'Ouganda est en train d'exploiter unilatéralement le pétrole, même du côté congolais. Au lac Kivu, la même chose. Les Rwandais exploitent déjà les gaz naturels unilatéralement. Alors, où est le gouvernement qui laisse son propre pays être exploité comme ça? L'alternative à cette situation. Moi, je crois qu'on ne va pas s'éterniser à chercher à... couteau de gauche à droite, c'est du n'importe quoi, ça n'a pas de sens, on est des responsables dans ce plateau. Je pense qu'au niveau des continents européens, l'État qui dépend beaucoup de la dépendance russe, c'est l'Allemagne. Ils viennent de mettre un chèque de 65 milliards pour compenser et faire de sorte que l'alternative arrive. Moi je dis, oui, mais l'alternative autour de l'énergie, parce que bientôt on va rentrer en hiver, les usines, le particulier, il y aura une forte consommation et automatiquement, pour ne pas faire peine l'outil de production, l'État sort de l'argent pour injecter dans le système de l'économie productive pour qu'il puisse faire face à la réalité de pénurie. Et il n'y a pas, la France, c'est parmi les États européens qui a une indépendance énergétique. Parmi les 7 sœurs, les grandes sociétés pétrolières au monde, la France est dedans. 4 sont américains. Pétrole qui est exploité dans tout le pays du monde. La France est parmi les États qui a une indépendance énergétique parce qu'il utilise l'énergie nucléaire. Alors donc, il faut qu'on sait un peu de chercher qu'est-ce qu'on dit dans des plateaux de télévision. Donc le problème c'est quoi? Aujourd'hui, nous spécial auto, moi j'ai pas de ministre, il nous prévoit. Il est l'autorité des Congolais. Et dans un secteur précis, il dit que nous, on a commandé des bateaux. Il ne faut pas qu'on déforme des propos dans le plateau de télévision. On a commandé des bateaux, mais les stocks qu'on a, on ne peut pas dépasser les 14. Il faut que ça arrive. Mais en tant qu'un professionnel du secteur, c'est ça. Il ne faut pas mensongement, nous sommes des responsables, il faut vraiment qu'on pèse des mots. Et en tant que professionnel que j'attends, je mets des propositions pour que mes compatriotes puissent en bénéficier. Parce que le proposition qui est spéciale auto à court terme que nous proposons, aujourd'hui, la densité automobilière dans la ville de Kinshasa, ou en République démocratique du Congo, nous utilisons des grands véhicules. Et aujourd'hui, on a un problème de ressources. Il faut réduire les grands véhicules, mettre des petits véhicules à petite consommation. Les ketch, les YST, ainsi de suite. Et qu'est-ce que nous développons encore? Le convoiturage. Ça veut dire que le matin, il y a des gens de Tchangou qui quittent, ils peuvent être voisins, mais au lieu que les 4 prennent chacun le véhicule, non, il y a quelque chose à passer pour l'autre étape. Parce que les 14, si ça n'arrive pas, on sera des gens dans ce qu'on appelle le négatif. Alors, aujourd'hui, sur la page des spéciales autogarages, vous rentrez, toutes les consignes sont à l'intérieur. Ceux qui ont des véhicules à petite consommation identifient pour que le convoiturage se développe dans la ville de Kinshasa. Le convoiturage, c'est-à-dire? Convoiturage, ça veut dire que, John, moi, vous voyez, aujourd'hui, je suis venu avec un ketch.
Vous, par exemple, vous roulez à Mercedes. Mercedes prend, par exemple, 10 litres au 100. Le Ketch, il prend au 100 3 litres. Ça signifie qu'on est à 4. Vous êtes 4 personnes qui utilisent le 15 litres au 100. Au lieu que toi, tu prends le véhicule, nous, on va s'entendre. On va utiliser le petit véhicule qui prend le faible carburant parce que la destination est le même. Vous allez utiliser votre véhicule. Oui, mais oui, mais si nous sommes voisins, si nous faisons le même parcours, ça ne sert à rien qu'on prend plus de véhicules. Et ça va permettre que d'abord, la quantité qu'on a aujourd'hui, on va réduire la consommation abusive. Ça veut dire qu'on va faire face, on peut rajouter, rallonger la durée par rapport au stock que nous attendons. Deuxième chose, les institutions. Parce que les gros cylindres, il y en a beaucoup ici, dans notre pays. Prenons par exemple les sociétés étatiques. Aujourd'hui, chaque directeur, si on allait par exemple chez Onatra, vous allez voir que chaque directeur vient avec des grands véhicules. Or, les entreprises ont des minibus. Donc un minibus peut transporter 10 directeurs. Et on va mettre dans le garage 10 4x4 qui va nous prendre des essences. Convoiturage. Oui. Ça, c'est déjà des solutions à court terme. Au lieu qu'on commence à se discuter pour faire comme si on va trouver des solutions, il faut mettre sur le terrain pour que la population ne puisse pas subir. Donc ça, ce sont des propositions à court terme. Et à long terme, il y a d'autres propositions. Un autre, attends s'il vous plaît, je finisse. Aujourd'hui, à Kinshasa, les embouteillages se font plus dans des intersections. Vous comprenez? Et je demande à la police de mettre plus des agents dans les intersections pour éviter les embouteillages. Parce que lorsqu'il y a des embouteillages, c'est là aussi on consomme plus. Oui. Un autre élément, on demande aux conducteurs congolais d'éviter de franchir 60-80. Parce que lorsque nous montons en conduisant le véhicule, automatiquement, on prend beaucoup d'essence. Ce sont des éléments comme ça. Et dans tout le secteur, dans la vie, le secteur privé a un rôle. Les alternatives dans la crise, il faut considérer le secteur privé. Si l'État veut que nous puissions être... Donc c'est ce que nous proposons sur le terrain. Je pense que... dans ce débat, nous sommes en train de nous compléter parfois. Je suis d'accord avec... C'est un débat qui ne devait même pas nous diviser. Je suis d'accord avec M. Takiza. D'ailleurs, vous savez, j'ai une famille à Londres. Ils m'ont dit que ça fait 6 mois qu'ils n'utilisent pas le véhicule par rapport à la mesure prise comme telle, pour dire que beaucoup plus, on préfère prendre les trains parce que même au niveau des stations, on ne peut pas vous vendre plus de 20 litres. Je parle bien. Plus comme il se doit. Oui, je parle bien. Donc lui, si effectivement il a été à Londres, il connaît. Donc je reste là à Barnet. Donc vous comprenez qu'il faut pour quitter Barnet, pour atteindre les chemins de fer, c'est quand même une distance. Donc, mais il est demandé à ce que les gens puissent prendre le transport en commun pour un peu pallier à cette crise. C'est pour encore... Donc, argumenter, ajouter l'argument selon lequel cette crise ne concerne pas seulement le Congo. Parce que quand on parle de la Grande-Bretagne, n'oubliez pas qu'avant que les États-Unis puissent... Qui est en deuil, hein, la reine est morte. Pour qu'ils puissent prendre le leadership, mais c'était d'abord la Grande-Bretagne qui avait le leadership. Alors, il ne faut pas venir ici commencer à utiliser un langage... avec beaucoup de légèreté, de l'autoflagellation, pour commencer à tirer, dire comme si, d'ailleurs, le professeur est en train de se contredire sur toute la ligne. Parce que s'il voudrait que l'économie nationale soit relancée, mais c'était bien avec les 18 ans. Si on avait relancé l'économie nationale, on ne pouvait pas tomber dans l'éthargie, dans les conditions misérables dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Mais maintenant, il y a des choses que Focas a déguées ici. Focas, je ne sais pas si vous maîtrisez les principes d'ordre des ressources minières. Il ne faut pas, seulement parce que vous avez entendu quelqu'un parler de quelque chose, et que vous ne maîtrisez pas ce qu'on appelle les lancers novatrices de ce que vous appelez boom minier. Quand est-ce qu'on parle de boom minier? Parce que j'entends les gens donc vous parlent de choses. C'est lorsque il y a la transmission ou encore la transformation des permis d'exploitation, des permis de recherche plutôt, en permis d'exploitation. C'est-à-dire que cette contribution dans les secteurs miniers au budget de l'État doit découler des transformations des permis de recherche au permis d'exploitation. Ce qui n'est pas le cas. Regardez, si vous ne maîtrisez pas les choses, il faut poser des questions.
notre impôt est déclaratif. C'est connu par tout le monde. Que nous avons l'impôt sur les revenus. Et cet impôt sur le revenu, on connaît le salaire de chacun. Alors, vous pensez que, parce que pour qu'on parle d'ailleurs des développements, de quoi on parle? Et le développement, c'est un acquis de l'ensemble de toutes les mesures et des stratégies qui orientent les activités économiques, notamment les systèmes de production. Lorsqu'on parle des systèmes de production, on parle de péage, on parle on parle des péages, on parle de tous ces impôts. Et vous avez la confusion quand vous dites que non, nous avons l'économie de Kayet, c'est-à-dire que l'autre a parlé d'aller commander et tout ça. Si vous ne maîtrisez pas des choses, il faut poser des questions. Donc on parle de système de production, on parle de revenus, on parle de planification, comme vous voyez les routes qu'on fait ici, on parle de la consommation, c'est-à-dire comme on parle là des institutions, et on parle des réserves. Les réserves là dont on parle, c'est quoi? Ce sont des recettes sur base desquelles vous pouvez contracter une dette. Donc les réserves d'échange, ce n'est pas l'argent qu'on vous prête. Par contre, il faut avoir quelque chose qui va vous permettre à ce que vous puissiez recevoir, emprunter de la part de la Banque mondiale et de l'FMI. Alors, voir un universitaire dire ces choses-là, pour moi, c'est honteux. Et puis, monsieur le professeur, soi-disant le professeur, il fait la confusion entre les réserves d'échange avec les réserves en devises. Il y a toujours la différence entre les réserves en devises qui prend en charge les exportations et les réserves d'échange qui sont des recettes, c'est-à-dire quand l'État consomme, il paye et tout ça, il y a toujours des réserves qu'on appelle les recettes. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle les recettes que la Banque mondiale regarde. Ok, vous voulez 1 milliard, est-ce que vous êtes à mesure de me payer 1 milliard? Vous-même, vous avez mobilisé combien? C'est ça des réserves d'échange. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les actifs de la Banque mondiale. Et aujourd'hui, les actifs de la banque, les actifs plutôt de la banque, les actifs de la Banque centrale aujourd'hui que nous parlons, Tshisekedi il a trouvé à 2 milliards. Aujourd'hui, c'est à 14 milliards. Les actifs. On a compris. Alors, on a compris. Maintenant, la parole parler de tout ce que les gens disent ici, sans maîtriser l'économie, M. Focas, je le mets en défi, qu'il puisse me parler de ce qu'il parle, le boom minier, quels sont les impôts qui ont augmenté. On lui donne directement la parole. Quels sont les Focas, vous les maintenant. Réagissez à chaud. Focas, merci, je vois cette agitation qui n'explique rien de toutes les façons. Monsieur Gédéon, je voulais vous signaler d'abord le concept. L'agitation, il faut se respecter, sinon je vais utiliser aussi des termes que vous n'avez pas. Mais vous m'avez qualifié de soi-disant professeur. S'il vous plaît, permettez, c'est ce que vous avez fait. Permettez-nous de conclure. Je suis un professeur qualifié. De toutes les façons. Voilà. Arrêtons maintenant. Laissez-moi le temps de pouvoir. C'est Kouké Lemena qui a la parole. Je n'ai pas utilisé le concept boom minier. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Moi, j'ai parlé de l'embellie des finances au Congo. Suivez l'émission. Qui vient S'il vous plaît, vous voyez maintenant, c'est pourquoi j'ai dit que vous étiez dans l'agitation, parce que vous me prêtez ce que je n'ai pas dit. Moi, je n'ai pas parlé de boom minier. Et d'abord, parlons de... Parce que mon ami Donald voulait me ramener sur le terrain de cette affaire de minerais. Je voulais vous expliquer une chose. Vous savez, à l'époque, parce que quand tu dis que quand vous étiez au pouvoir, je ne sais pas pendant quel moment, moi j'ai déjà... Il fait allusion au chef de votre parti. Monsieur Mouzitou. Mais il devait citer les noms. Mais quand il dit vous, c'est-à-dire que moi aussi. Les nouvelles noms. Voilà. Donc là, je crois qu'il doit comprendre que je n'étais pas au pouvoir. Mais il faut constater une chose. Lorsque M. Mouzitou était Premier ministre de ces pays, le Congo, en termes de production du minerai tel que le cobalt, ne produisait qu'autour de 500 000 tonnes l'an. Du cuivre plutôt, je suis dans les cuivres. Je ne suis pas dans les cobalt, je suis dans les cuivres. Je voulais être précis.
le Congo ne produisait que 500 000 tonnes. À l'ère actuelle, avec ces régimes, il y a cela au moins 2 ans que nous avons quitté le seuil de 500 000 tonnes pour 1 700 000 tonnes. Regardez un peu la différence. Vous quittez de 500 000 à 1 700 000. Donc il y a un excédent de 1 200 000 de production du cuivre. Et au même moment, vous devez vous rendre compte. S'il vous plaît, ce n'est pas ton temps d'entendre. Moi, j'ai ces éléments. Est-ce que toi alors c'est qui? Hein? Toi c'est qui? Collez-la, s'il vous plaît. Mais je me pose la question, toi alors c'est qui? Collez-la. C'est Koukelemena qui a la parole. Koukelemena. Tu avais pris la parole, tu n'as pas donné les éléments en question. Moi j'aborde les questions, toi tu en as. Lesquels? Allons-y, Focas. Mais toutes ces précisions, toi tu n'avais pas fait état de cela. Des 600. Allons-y. Oui. Alors, de ces faits, nous avions fait constater que le fait que mon ami nous démontre que à l'époque, quand vous étiez aux affaires, votre budget c'était autour de 3,6 milliards et pourtant il y avait des booms miniers. Mais c'est pourquoi je lui dis qu'effectivement, s'il y en avait, mais au moins la production nationale s'est limitée à 500 000 tonnes l'an. Et qu'aujourd'hui, on a augmenté. On a augmenté pourquoi? Parce qu'il y a ce que lui venait de dire, des contrats qui se sont convertis, qui ont quitté l'état de la recherche pour l'exploitation, avec 3 grandes entreprises, et qui ont commencé maintenant la production. De ces faits, il y a eu augmentation. Et cela justifie, il a ajouté encore un élément. C'est pourquoi il dit, j'ai dit, mais parfois il était distrait. Il dit lui-même, notre fiscalité est déclarative. Effectivement, c'est par le fait qu'il y a eu des opérateurs économiques qui ont déclaré les revenus, parce qu'il a semblé parler de l'impôt sur les revenus qui n'a rien à voir avec l'impôt dont nous faisons allusion ici, qui sont des taxes qui renflouent les caisses de l'État, qui n'a rien à voir avec l'impôt sur les revenus qui est prélevé sur les salaires. Ici, nous parlons du produit de ce que nous ramènent les minéraux. On n'est pas sur les revenus en termes de salaires. Et John, parce que nous sommes en train d'aller vers des solutions. Oui. Nous disons des solutions. Nous sommes dans une forme de constipation économique. Ah bon? Oui. C'est pourquoi on vous dit qu'aujourd'hui, en termes chiffrés, notre économie peut parler en termes de déchiffres, en termes de progression, mais sur terrain, ces chiffres-là, cette progression-là numérique, nous ne les sent pas. Parce que c'est une économie en constipation. Il est vrai, les institutions sont en train de faire augmenter le volume en termes numériques, mais il n'y a pas de canaux pour servir le corps du reste. Il n'y a pas de mécanisme. C'est bloqué. Et cela est dû à quoi? La première chose, par exemple, si le gouvernement, parce que Donald fait allusion à ça, il dit, aujourd'hui au Congo, nous sommes parmi les pays qui sont en train d'acheter les carburants à moins cher. Mais effectivement, parce que le gouvernement doit nécessairement, à partir de son économie, il doit maintenant jouer à la péréquation. C'est-à-dire que ce qu'il a gagné en embellie avec les minéraux, il est obligé de libérer cela pour faire des subsides. Il doit donner des moyens aux pétroliers, par exemple, dans un seul secteur. Parce qu'il doit extendre ces champs-là, les subsides pour maintenir les coûts de vente de tout ce que nous avons besoin au Congo, nécessite aujourd'hui des subsides. C'est pourquoi, attendez, c'est pourquoi... Permettez aux amis d'avoir 60 secondes. Je termine par là. C'est pourquoi on vous dit ici, en Allemagne, l'État a pris la décision d'anticiper et de donner le moyen. C'est-à-dire que ce sont des mécanismes qui permettent à l'État de pouvoir pallier aux insuffisances des particuliers. L'État comme étant
ce que l'on appelle providence, il intervient maintenant il intervient pour faciliter la tâche au privé et la collectivité. D'où il est nécessaire de pouvoir comprendre que la solution pour les pays qui ne sont pas des pays pétroliers. Comme les nôtres? Non. Nous sommes un pays producteur et puis à vocation potentiellement très élevée, plus que l'Angola. Mais nous n'avons pas les mêmes calculs. Par exemple, quand on parle de la France n'étant pas un petit pétrolier, un pays pétrolier, je termine par là. Oui. La France n'étant pas un pays pétrolier, ils sont en train de faire des efforts pour passer à l'énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'ils veulent carrément oublier cette histoire, annuler cette histoire, parce qu'ils n'en ont pas besoin. Mais nous ne pouvons pas faire cette politique-là, parce que nous avons du pétrole et nous ne devons pas chercher à tout prix à passer à l'énergie renouvelable. C'est juste pour placer les mots de la fin, cher ami. 60 secondes, j'essaierai de m'arrigour. Allons. Bon, je crois que nous sommes maintenant, tout le monde est tombé d'accord que la situation elle est mondiale. Oui. C'est ça ce que je voulais que tout le monde dise. Tout le monde l'a compris. Je suis content de cette production locale. Il n'a que 60 secondes. Ouais. Mais, vous enseignez où d'abord? J'enseigne au Congo. Je me demande un peu, finalement, il enseigne où? Parce que les gens parlent, vous prenez la parole, c'est pas propre. Vous enseignez à Boma, c'est ça, non? Allez-y. Vous enseignez où? Au Congo. C'est comme ça que ça se passe chez vous là-bas. Mais lui aussi interjecte. Soyez calme, s'il vous plaît. Il n'a que 60 secondes. C'est important, soyez calme. Soyez très calme. Merci. Et donc, le prof qui s'embrouille ici, il sait que la situation est mondiale. Parce que tous on sait que la situation est mondiale, acceptons que notre gouvernement a fait des efforts. Ces efforts passent par le paiement de la décote, du manque à gagner aux pétroliers pour juguler la crise. Bien que ça lui coûte cher. Et c'est une mesure à saluer parce que cette mesure est prise par les gouvernements pour éviter à notre peuple de ressentir ces manques-là que tout le peuple du monde ressent en ce moment en dehors de la Russie. De deux, je vais finir par là. Mon frère, appréciez les efforts du gouvernement à leur juste titre. Quelle valeur? Telle que leur juste valeur. Nous avons fait des efforts de mobilisation. Nous sommes à un budget de 14 milliards. Acceptez-les. Vous n'avez pas... Vous savez, quand le Premier ministre Adolphe Muzito a pris des réformes et tout, on était dans l'opposition, on pouvait critiquer, mais à un moment, on applaudissait. Ayez la sportivité de faire la même chose. On n'est pas qu'opposant pour dire que rien n'est fait. On est aussi opposant pour dire que ça c'est bien fait. Le Congo, mais pour ne pas faire, voilà ce qu'il faut prendre comme mesure dans le Congo. Et je pense que c'est ce qu'il fait. Vous devrez suivre l'exemple d'Adolphe Muzito. Allons-y, prof. Mais c'est ce que nous disons. Vous ne devrez pas les contredire. C'est ce que nous disons. John, merci beaucoup. C'est ce que Muzito dit. C'est ce que moi je dis. 60 secondes. Prochainement, John, si j'use de la modestie, cela ne veut pas dire que je me laisse faire. Lorsque vous allez m'inviter prochainement dans cette émission, je vais étayer ici devant l'opinion publique et prouver là où je suis passé, de quoi je suis capable et pourquoi le gouvernement m'a retenu comme professeur d'université. Non, vous connaissez professeur. Ça c'est. Personne n'a remis parce que ça c'est l'intimidation qui continue. Non, ça c'est juste pour animer les débats, professeur. Voilà. Mais faut pas prendre ça au sérieux. Pour conclure. Oui. Non, il ne faut pas blâmer la guerre d'Ukraine. Rien à voir. Tout. Non. C'est que nous avons un gouvernement irresponsable. Des incompétents. Oui, des incompétents. Et maintenant, l'histoire donne raison à Mouzei Kabila. J'arrive maintenant aux solutions. Paix à son âme. Bon, solution, non? Une seule solution. Ouais, une seule. Je donne une seule solution. Mouzei Kabila préconisait la création de 5 banques. Entre autres, la banque d'investissement de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'il a envisagé de transformer, d'abord de produire notre propre pétrole ici et de le transformer sur place. Voilà ce que nous devons faire à long terme. Mathieu, conclusion, pour prévoir. La parole a tourné. Là, on a parlé de mobilité au niveau uniquement des personnes. Mais il y a aussi le problème de mobilité des marchandises. Des industries aussi.
des industries. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, dans notre pays, les véhicules ne respectent plus le tonnage. Or, qu'un véhicule qui ne respecte pas le tonnage, il y a surconsommation. Et d'où la nécessité, le force de l'ordre, que ça ne soit pas une occasion pour aller encore menacer, il faut que les forces de l'ordre puissent faire respecter ces réglementations parce que nous sommes en période de crise. Et dans la ville de Kinshasa ou à Lubumbashi ou à Goma, il faut que dans des heures à forte croissance de mobilité, que les grands véhicules restent dans les entrées de ville pour que ça nous crée puis encore des embouteillages. Chez nous, ça entre n'importe quand. Donc, parce que là, normalement, il faut aller dans le terrain de pratique pour que nous puissions faire face à la réalité mondiale. Conclusion. Ok, John, je ne veux pas laisser Focas. Focas, vous avez touché un domaine que je connais de BAP, de tout ce qui se passe. Autant de Mozitou. D'abord, Mozitou, on l'a félicité par du fait que c'est lui qui a permis la vie de l'activité minière dans notre budget économique. Ça, il faut le reconnaître. C'est lui aussi qui a absorbé la dette. Hein? Oui, il faut le reconnaître. C'est lui aussi qui a payé $2000 au professeur. Hein? Attendez, mais c'est autant de Mozitou aussi qu'on a produit des 600 000 tonnes jusqu'à 1300 000 tonnes. John, si je serai invité le vendredi, je vous amène les livres et le rapport de les rendez-vous est pris. Oui. Deuxièmement, c'est de quelle période à quelle période? Mozitou. Donnez-nous seulement la périodicité, s'il vous plaît. Je vais vous donner. Oui, parce que vous en avez... La parole revient à vous, Focas. C'est de 2004, donc le code minier c'était de 2004. Mais quand Mozitou a pris le pouvoir après Kizenga, c'est de 2008 à 2012. Où on a fait de 600 000 tonnes à 1300 tonnes. Mais regardez les bêtises que Mozitou a commises. Et c'est que nous payons jusqu'à aujourd'hui, que les gens ne vous disent pas. Tous les contrats, c'était les contrats léonais. Avec les quotas de Léonais avec les méthodes de John Venture. Dans les John Venture, ils ont phagocyté les finances de la GECAMIN à l'ordre de 35 milliards. Donc on ne retrouve pas. Faut qu'à vous qu'elle maintenant. Conclusion. L'État que Mozitou a laissé. Faut que vous avez la parole. Vous avez la parole. Vous devez savoir que merci Gédéon. On se retrouve le vendredi prochain. Focas. Déjà, s'il vous plaît. Et que si Tshisekedi est arrivé à récupérer certains permis miniers et aussi les blocs pétroliers, c'est quelque chose qu'il faut féliciter. Une économie totalement extravertie. Non, permettez à Focas de conclure. C'est ce que vous louez. La première des choses... Oui. Une économie totalement extravertie. Prof, vous avez déjà conclu, non? Focas. Gédéon est en train de parler de Mozitou, mais il veut nous faire savoir que c'est lui qui détient les chiffres plus que Mozitou. Je vais les amener. Non, pas plus. Oui, je peux aussi dépasser Mozitou parce que moi j'ai écrit dans les mines, Mozitou n'a pas écrit. Vous pensez que parce qu'il s'appelle Mozitou peut être donc... Collez-là s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pourquoi j'appelle ça un peu des Allons-y, 60 secondes. Non, c'est pas déjà dit. Il ne faut pas dire. Donc parce que moi j'ai fait ça un domaine de prédilection. S'il vous plaît, collez-là. Les chiffres plus que... Focas. Focas atterrissons. Ok, je voulais dire ceci, parce que nous sommes dans des solutions. Nous sommes un pays à vocation pétrolière. Donc, nous ne pouvons pas mettre en avant-plan une politique de l'énergie renouvelable. C'est un manque à gagner pour nous. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que notre gouvernement a levé l'option de pouvoir faire l'appel d'offres pour qu'il y ait des investisseurs qui viennent pour exploiter notre pétrole en joint venture avec nous. Donc, c'est-à-dire que dès que nous entamons le pas de la France, qui, par le fait qu'il n'est pas dans une réalité de la manne pétrolière... de vendre les pays, en fait. Donc, la manne pétrolière, ce n'est pas leur affaire. Donc, c'est normal et c'est logique. Merci beaucoup, Focas. Nous devons investir... Merci beaucoup. Rediffusion, c'est samedi à partir de 8h30. Sinon, retrouvez-nous le vendredi prochain avec les mêmes et réels plaisirs. Les programmes continuent sur votre chaîne KIN 24. Au revoir.